Nous avions dit au client qu'il pouvait se présenter à la barre et qu'il n'y avait pas de risque pour lui d'être condamné. Le client comparaissait libre en fait. Nous sommes arrivés tout fiers et étant sûr que le juge va rendre une décision, même si c'était une décision de condamnation, ce serait une décision avec sursis. Le client va là-bas et nous on accompagne le client à là-bas. Le juge prononce le délibéré et prononce une décision de condamnation à 24 mois de prison ferme. Non seulement il condamne à 24 mois de prison ferme, il décerne un mandat de dépôt. C'est le pire moment pour l'avocat. Je suis Renaud Agbodjo, avocat au barreau du Bénin. Aujourd'hui, je vous dirai toute la vérité sur le métier d'avocat. Les avocats défendent les criminels les plus dangereux. L'avocat défend le client qui le sollicite. Donc, il n'a pas à chercher à savoir la moralité de celui qui le sollicite, parce que le droit permet à celui qui le sollicite d'être défendu par un avocat. Maintenant, après, l'avocat a le choix, selon sa moralité ou selon les préjugés personnels qu'il a, d'accepter ou de refuser un dossier. Mais l'avocat qui défend toute personne qui le sollicite ne viole pas la loi. C'est d'abord ça qu'il faut retenir. Pour gagner un procès, il suffit de payer le juge. Il y a un célèbre penseur, Coluche, qui disait le bon avocat, c'est celui qui connaît son dossier, mais le meilleur avocat, c'est celui qui connaît le juge. En réalité, c'est une vue de l'esprit. Il faut non seulement connaître son dossier, mais il est souvent plus intéressant de connaître un peu la nature du juge. Est-ce que le juge il est calme? Est-ce que le juge il est colérique? Est-ce que le juge il est chrétien, il est musulman? Quelles sont les qualités ou la moralité du juge? Ça permet aussi d'aller rechercher la sensibilité du juge, surtout en matière pénale. Quand vous connaissez la sensibilité spirituelle d'un juge, c'est souvent pas mal de s'en prévaloir pour sortir votre client du pétrin. Les avocats sont de gros menteurs. L'avocat ne ment pas. Ça, il faudrait que l'opinion puisse l'intégrer définitivement. L'avocat ne ment pas. L'avocat utilise le silence de la loi pour sortir de la difficulté un client. C'est ce qui peut être interprété comme étant un mensonge, ce qui ne l'est pas. Parce que l'avocat qui plaide sur la base du droit, sur la base de la loi, sur la base de la jurisprudence, sur la base de la coutume. C'est justement pour cela que la contradiction ou le contradictoire est un principe sacré de tout procès. L'avocat choisit toujours de défendre ce qu'il pense être juste. Oui, on peut le dire. Parce que l'avocat, quand il défend d'abord une cause. Le client, en matière pénale, peut même reconnaître, dire à son avocat, je reconnais que je suis coupable. Est-ce pour autant que l'avocat va dire, non, parce que vous reconnaissez votre crime, je ne peux plus vous défendre? Puisque la loi permet de trouver des circonstances atténuantes à toute personne qui a maille à partir avec la loi ou qui est poursuivie pour un crime. On peut défendre n'importe qui. On peut faire l'avocat du diable sans être le diable. Parce que le diable aussi a sa cause. D'accord. Oui. Comment ça? Le diable a sa cause parce que, je peux vous dire, mais comment se fait-il que si on dit que Dieu existe et que Dieu est bon, il est bonté, il est miséricorde, comment fait-il qu'il laisse le diable punir ses enfants? Comment peut-il accepter que le diable puisse être la cause de certaines choses que l'on décrit comme... comment on appelle ça, comme triste, la mort par exemple, on attribue la mort au diable, on attribue la mort au diable, mais Jésus lui-même il a connu la mort, on dit qu'il a vaincu la mort, mais est-ce que pour ressusciter, l'on peut ressusciter sans mourir? On ne peut pas ressusciter sans mourir, donc quelque part peut-être le diable aussi a son importance dans la vie de l'homme. La loi est faite pour être contournée. Je dirais oui, je dirais non. Dans tous les cas, selon l'objectif que vous poursuivez, l'on peut contourner la loi sans la violer. Un avocat perd souvent ou a peu de victoires. L'avocat gagne, l'avocat perd. Il ne faut pas chercher à savoir le nombre de dossiers que vous avez gagnés. Il ne faut pas chercher à savoir le nombre de dossiers que vous avez perdus. Il faut chercher plutôt à savoir si vous avez fait votre travail avec dévouement, loyauté et professionnalisme. C'est-à-dire en accord avec les règles déontologiques de votre profession. C'est un métier d'homme. C'est un métier noble. C'est un métier noble, je ne dirais pas d'homme, mais c'est un métier noble parce que, parlant du sexe, la déontologie et la loi nous disent qu'il n'y a pas de sexe sous la robe. Même si l'avocat est en toge, on peut penser que oui, il s'habille comme une femme. La robe d'avocat ne sert à rien.
La robe d'avocat permet de défendre la veuve et l'orphelin. Parce que nous prêtons serment de défendre la veuve et l'orphelin. Nous prêtons serment d'être des éveilleurs de conscience de la société et de nous prononcer sur des questions qui intéressent la société lorsque les droits de l'homme sont en souffrance, lorsque les libertés individuelles sont également remises en cause dans la société, quelles que soient les obédiences politiques qui peuvent exister dans le magma, dans la société. L'avocat est un éveilleur de conscience qui doit pouvoir se positionner pour dénoncer tout ce qui peut remettre en cause l'équilibre social d'une cité. Tous les avocats sont riches. Tous les avocats qui travaillent bien sont des avocats qui sont au-dessus, je vais dire, du besoin. Tout avocat qui travaille vit de son travail et vit dignement de son travail. Tous les arguments sont bons pour défendre son client. Non, tous les arguments ne sont pas bons pour défendre son client. C'est justement pour ça que l'avocat est le seul maître de son dossier. Il ne doit jamais accepter que le client lui demande, par exemple, de plaider une absurdité. On est d'accord? Maintenant, l'avocat, ce qu'il plaide, c'est ce qui est dans l'intérêt de son client. Quand le client dit qu'il n'est pas à la base d'un crime, c'est à l'avocat de le conseiller et de trouver toutes les preuves qui permettent d'établir cette assertion de son client. Après, lorsque le client lui dit « Maître, je vous demande plutôt de dire ceci, de dire cela », l'avocat reste le dernier décideur de la stratégie de défense de son client. Pour devenir avocat, il faut être bon en théâtre. Non, pour devenir avocat, d'abord, il faut réussir au certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est-à-dire qu'il faut avoir la compétence requise pour pouvoir, comment on appelle ça, répondre à toutes les préoccupations juridiques qui vous sont posées. Après, chaque avocat développe son style. Il y a des avocats qui sont beaucoup plus portés vers, comment on appelle ça, la rhétorique. Il y a des avocats qui préfèrent aller directement sur ce qui est posé comme question. Il y a des avocats qui n'aiment même pas plaider, qui préfèrent produire des écritures et qui, des fois, gagnent beaucoup plus même que ceux qui plaident leur dossier. Donc, en réalité, bien entendu, ce n'est pas parce que vous avez plaidé avec emphase, vous avez plaidé le plus longtemps, vous avez produit les plus longues écritures que vous êtes sûr de remporter votre procès. Une bonne plaidoirie peut changer l'issue d'un procès. Toujours. Ou peut-être pas. Une bonne plaidoirie peut faire douter le juge même s'il rend une décision à laquelle l'avocat ne s'attend pas. Parce que plaider, c'est convaincre en fait. Bien plaider, c'est convaincre le juge d'abord. Convaincre le juge qu'il n'aura pas tort de suivre le sens dans lequel vous voulez qu'il aille.